Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la dernière, on avait vu comment débuter l'herboristerie et aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment cueillir. Chaque plante a sa particularité, mais sans rentrer dans des détails trop complexes, on va voir ensemble comment débuter pas à pas la cueillette sauvage pour avoir une pratique respectueuse de l'environnement et des plantes. Je m'appelle Frédéric, je suis cueilleur de plantes sauvages et j'ai décidé de passer derrière la caméra pour vous transmettre ma passion des plantes médicinales et vous apprendre pas à pas comment pratiquer l'herboristerie. Avant de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la cueillette, il faut faire un petit point sur l'aspect législatif. En France, on a de nombreuses lois et il y en a certaines qui sont nécessaires de connaître quand on pratique la cueillette sauvage pour faire des choses dans la légalité, parce qu'on va respecter les plantes, certes, dans ce qu'on va faire, mais il s'agit aussi de respecter les terrains des propriétaires pour ne pas trop entraver ou trop embêter les gens chez qui on va aller cueillir. Tous les articles et tous les liens seront dans la description, donc je vous laisserai aller voir si vous voulez plus de détails. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Au niveau législatif, donc, on va diviser l'environnement en deux parties, l'espace forestier, donc les bois, et l'espace non forestier, tout ce qui va être prairies, pelouses et autres. On va commencer par ce dernier, donc là on a une liste globale, qui est une liste rouge, et une liste plus départementale. Ce sont des fiches sur lesquelles vous allez avoir indiqué toutes les plantes avec nom français et nom latin, qui sont protégées sur le département, ou à l'échelle nationale dans le cas des listes rouges. Je vous laisse aller voir dans la description en ce qui concerne vos départements. Ce sera simplement à vérifier que les plantes que vous souhaitez cueillir ne sont pas protégées chez vous, tout simplement pour ne pas aggraver la situation si elles sont protégées. Après, vous avez les articles L411.1 et L412.1 du Code de l'environnement qui expliquent que s'il n'y a pas d'arrêté préfectoral, globalement la cueillette est OK, mais il vous faudra tout de même l'autorisation du propriétaire du terrain, que ce soit une mairie ou que ce soit un propriétaire privé. Et auquel cas, il vous faudra passer par la partie cadastre. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur Géoportail par la suite. Et pour la partie forestière, vous avez la cueillette des champignons et des ressources forestières qui est interdite sans l'autorisation du propriétaire du terrain s'il s'agit d'une forêt privée. Et si c'est un régime forestier, donc une forêt d'État, le ramassage est toléré s'il n'excède pas 5 kg ou 5 litres. Donc globalement, on va surtout parler en kilos chez nous, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez également deux articles à connaître qui sont le R163.5 et le L163.11 du Code forestier qui indiquent que la cueillette peut simplement être interdite par arrêté préfectoral. Alors généralement, c'est beaucoup plus simple dans l'espace non forestier de cueillir ou d'avoir des autorisations que dans les bois. Les bois appartiennent souvent à des propriétaires qui ne sont pas forcément sur le terrain et qui font gérer ça par des personnes en local, des gardes forestiers et autres. C'est souvent délicat parce qu'il y a déjà eu des pillages ou des choses comme ça, des dégradations des bois, donc c'est compréhensible qu'il y ait une protection qui soit mise en place. Cela dit, parfois elle est un peu excessive et au final on se retrouve avec des espaces forestiers qui sont ultra privatisés et c'est toujours un peu complexe. Donc globalement, je vous conseille surtout de vous orienter vers les champs, les prairies dans un premier temps et après si vous avez la possibilité de rencontrer des propriétaires forestiers ou d'aller dans des forêts d'État, ce sera toujours plus simple pour vous, mais voilà, sachez que c'est toujours un peu plus complexe dans les bois. Comme évoqué précédemment, on va se rendre sur le site de Géoportail pour voir un petit peu tout ce qui est cadastre, carte et autorisation de cueillette. Le cadastre, ça va nous permettre de connaître l'information clé qui est l'identité du propriétaire sur lequel on souhaite cueillir. Donc on va se rendre sur le site de Géoportail qui est un site du gouvernement. On va aller dans la zone carte. Et dans la zone carte, on va se retrouver avec une photographie aérienne du lieu sur lequel on se trouve ou d'un lieu proche. En haut, on retrouve une barre de données comme si c'était une carte type Mappy et autres, dans lequel on va pouvoir rentrer une adresse. Donc par exemple, je vais mettre Andars parce que j'habite près d'Andars. Et on va arriver sur la zone en question. Donc là, on voit toute la ville qui est indiquée. Et on va pouvoir avoir différentes informations sur le côté grâce aux cartes. Donc sur le côté gauche, juste ici, les cartes, on va pouvoir avoir différentes choses. Le plan IGN, qui nous est demandé quand on fait de la cueillette pour les déclarations, certificats biologiques type EcoCert et autres. On va pouvoir avoir les limites administratives des départements et des villes, les parcelles cadastrales et plein d'autres indications, comme par exemple le registre parcellaire
qu'il y a au niveau de l'agriculture. Donc là, c'est simplement savoir les cultures qui se font sur la zone. Donc là, on voit que ici, ça s'est affiché en différentes couleurs. Et si on clique sur la zone, on va pouvoir avoir des informations. Par exemple, en 2018, on avait l'information, donc c'était une culture de blé tendre d'hiver. Juste à côté, en 2018, on avait du maïs, etc., etc. Si on veut désactiver ces cartes-là, ces couches-là, parce que c'est simplement des couches successives qu'on va poser par-dessus la carte initiale qu'on avait, on va sur le côté droit, dans la partie couche, qui est juste ici, comme les lasagnes là, et on va faire la petite molette sur le côté et l'œil. Hop. On peut aussi jouer sur l'opacité en fait de la carte pour avoir un peu plus d'informations et voir un petit peu par transparence les couches qu'on a pu apposer. Donc là, on va simplement le masquer parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on peut également le supprimer si on voit à côté là, supprimer la couche. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire parce qu'on n'en a pas besoin. On va se diriger vers les parcelles cadastrales. Donc les parcelles cadastrales, c'est l'information qu'on a juste ici, c'est le fond de carte qu'on a juste là en dessous les photographies aériennes à notre gauche. On clique sur parcelle cadastrale et on va avoir différentes parcelles qui vont être affichées. Donc on voyait que le champ qui était juste là, tac, juste avant, il est divisé en 3 parties, la 0047, 0046 et la 0045. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre un petit peu en photo tout ça et d'envoyer ces demandes après au service compétent de la mairie en question. Donc moi, je suis sur la zone d'Andars pour cette ville-là, ça aurait pu être une autre zone, Nantes, Angers, Tourcoing, peu importe. Une fois qu'on a nos informations de parcelles cadastrales, donc qui sont juste ici, 0047, 46 et 45, pour avoir les coordonnées des propriétaires pour faire notre demande d'autorisation de cueillette, on va devoir passer par le service de la mairie en question. Donc là, comme on est sur Andars, je vais devoir passer par la mairie d'Andars. Ce sera à vous de voir quelle mairie appartient le terrain en question, en vous renseignant un petit peu sur les limites de votre commune. Et pour ça, on va devoir leur envoyer donc ces différentes informations. L'information qu'on obtient également en dézoomant, qui est la zone, la délimitation de la parcelle cadastrale. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les petites lettres qu'il y a ici. Donc on voit que toute cette zone-là, c'est AB. On voit que toute cette zone-là, c'est YB. Donc nous, comme on est délimité par le petit cours d'eau qui est là, hop, on va devoir se rapprocher et donc donner la zone YB en plus de ces parcelles-là, pour que ce soit simplement plus précis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les références des parcelles cadastrales ici, avec le numéro de section qu'on trouve juste en bas, le YB, et on va faire une impression d'écran. Alors l'impression d'écran, c'est simplement obtenir l'image de votre écran pour que vous puissiez envoyer la carte sur laquelle vous vous basez et avoir plus de facilité à communiquer avec l'interlocuteur que vous allez avoir. Donc pour faire une impression d'écran, c'est pas très compliqué. Vous avez sur votre clavier une touche qu'on appelle Impresse écran, qu'on retrouve en haut généralement du clavier, pas très loin du pavé numérique. Ensuite, on va se retrouver sur Paint. Paint, c'est un logiciel que vous avez tous installé sur votre ordinateur. On va faire CTRL V ou simplement coller en haut à gauche de Paint. On va donc aller dans la partie affichage. On va faire un petit zoom arrière et on va sélectionner ce qui nous intéresse. Hop. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Tac. On va rogner juste là. Et on va se retrouver avec la carte qui nous intéresse, les sections de parcelles cadastrales qu'on avait observées et celles pour lesquelles on va faire la demande, la section qui est juste en dessous, donc YB, et on va rentrer tout ça dans le mail qu'on va envoyer à notre responsable local, au service urbanisme, et on va pouvoir obtenir les différentes informations qui nous intéressent. Après, ce sera à nous de contacter la personne grâce à ces informations-là, par téléphone, en allant la voir ou par un courrier, pour lui faire part de notre demande de cueillette sur le territoire. En général, ça se passe assez bien, les personnes sont assez curieuses et veulent un peu savoir ce qu'on souhaite faire. Donc il n'y a pas trop de soucis. Une autre chose que nous permet Géoportail, en plus de savoir quelles sont les parcelles cadastrales, c'est d'aller voir un petit peu notre environnement sur les champs qu'on souhaite aller vérifier avant de se déplacer pour éviter tout déplacement inutile. On verra par la suite, mais lorsqu'on cherche à cueillir, on va devoir se déplacer dans des zones qui sont exemptes de pollution. Et Géoportail permet de faire un petit repérage avant sur site. Donc là, on a vu juste avant les parcelles cadastrales, donc on va supprimer cette couche encore une fois sur la droite. On allait dans Agriculture juste avant pour voir le registre parcellaire.
Donc simplement voir ce qu'il y a comme culture dans les champs autour. Et on va pouvoir aller un petit peu à la rencontre de notre territoire pour observer ce qu'il y a aux alentours. Donc là, on voit qu'il y a des routes qui passent, il y a des habitations, il y a pas mal de champs. On va observer un petit peu les différents champs, mais là on voit que par exemple on a du blé qui est en 2018. Alors ça reste de 2018, il y aura toujours des petites vérifications à faire sur le terrain. Là on a du maïs, là c'est également du maïs. En plus foncé, on a de la betterave juste à côté. Et donc on va se dire, d'accord, là il y a un champ par exemple qui ne semble pas cultivé, on pourrait peut-être éventuellement aller voir. Mais autour, il y a plein de champs qui sont cultivés, avec des cultures qui nécessitent parfois des traitements. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne zone à aller voir. Donc on va pouvoir repérer un petit peu en amont, en fonction des différentes choses qui vont impacter la cueillette, que ce soit la proximité des villes, les grands axes routiers, que c'est des autoroutes, des départementales et autres. Et on va pouvoir observer un peu notre territoire et voir quelles zones sont un petit peu exemples de tout ça. Je vais vous donner un exemple plus précis. On va se rendre dans le domaine proche de chez moi, qui est à Seiche-sur-Loire. Hop. Et donc en se rendant sur cette zone-là, on peut remonter un petit peu plus haut et on voit qu'il y a de moins en moins de culture par ici. Ça reste des bois, donc il y a un petit peu de culture de ligneux. Mais on se rend compte que là, par exemple, il n'y a pas trop de culture. Et quand on clique sur ces zones-là, on se rend compte que c'est des prairies permanentes. Donc ce serait potentiellement des zones à aller voir, en fonction bien sûr de ce qu'on souhaite cueillir. Il y a des choses qui ne pousseront pas dans ces zones-là, donc là il faudra se renseigner un petit peu en amont. Donc une fois qu'on a ces zones-là, eh bien on va pouvoir aller les renseigner dans notre GPS éventuellement, ou les noter sur une carte, et comme ça on va pouvoir se diriger sur le terrain et voir à quoi correspond ce qu'on a vu sur le site de Géoportail. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon outil qui est mis en place par le gouvernement. Vous avez beaucoup de choses que vous pourrez explorer. Je ne vous ai pas tout montré ici, mais vous avez plein de fonds de cartes que vous pouvez appliquer. Vous avez également des choses qui vous permettent de remonter dans le temps, donc là pour faire des comparatifs avec des cartes plus anciennes et voir comment ont évolué les paysages. Donc c'est un outil qui est vraiment très pratique, très utilisé. Moi je l'utilise pour les registres parcellaires du cadastre, mais il me sert à beaucoup de choses. Je le présente souvent en formation parce que c'est vraiment un outil formidable et qui peut servir à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus, ce sera quelque chose qui vous servira par la suite. Maintenant que le point législatif a été fait, on va pouvoir rentrer plus en détail dans les outils de cueillette. Alors je vous ai présenté un petit peu ce que j'utilise globalement et on va voir outil par outil à quoi ils servent. Alors, on va commencer par les tout petits qu'on a ici. Alors ce premier outil là, c'est ce qui s'appelle des ciseaux Hatsuru. C'est les ciseaux qui sont utilisés notamment en cuisine japonaise et pour les bonsaï. Donc ça sert à faire des toutes petites découpes. C'est ce qui va être utilisé sur les toutes petites plantes, sur l'herbe et autres. Quand on va vouloir couper quelque chose, on va prendre chaque petite partie de plante une à une. Et on a l'équivalent juste à côté qui est plus un ciseau type coupe-fil qu'on retrouve dans la couture notamment. Ça c'est utilisé en horticulture pour tout ce qui est bouture et autres. Je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez. Celui-ci est assez bien fait, il y a un système pour tenir avec le doigt qui s'attache là. Il y a les lames qui peuvent se détacher ici et ici avec les vis pour pouvoir les aiguiser et les entretenir. Donc c'est des outils assez pratiques. Moi je les utilise pour les plantes assez fines comme par exemple le trèfle. Et puis pour tout ce qui n'est pas trop ligneux, parce que là ça va vraiment être compliqué à couper. Vous voyez bien que les lames sont assez petites et on va avoir du mal à couper tout ce qui est trop gros avec ça. Ça se range assez bien dans les poches, c'est assez pratique. À côté on va avoir tout ce qui est sécateur et épinette. C'est des modèles assez basiques que j'utilise. C'est pas la peine d'avoir trop sophistiqué non plus. L'idée c'est que les lames puissent tenir dans le temps et qu'elles soient facilement aiguisables, que ce soit de la bonne qualité. Alors là on va être vraiment sur des choses un peu plus dures. Je vais vous amener voir par exemple tout ce qui est romarin ou autre. Hop. Qu'on a juste là qui commence à être en fleurs en ce moment. On va pouvoir utiliser les bourgeons pour la récolte en gémothérapie. Et donc là on va pouvoir l'utiliser simplement pour couper des petits morceaux des petites branches comme ceci, chose que ne pourraient pas faire trop les petits outils que je vous ai montré juste avant, là, les petits snips. Ensuite
on a tout ce qui va être faucille et serpe. J'en ai deux modèles qu'il y a là, il y en a plein qui existent, des différents, en fonction des pays, en fonction des régions. Celle-ci vient d'Autriche, je crois. Vous remarquez qu'elle n'a pas forcément le même métal. En l'occurrence, c'est du laiton de mémoire. C'est un métal qui est utilisé, pourquoi? Parce qu'on utilise le cuivre dedans. C'est un alliage qui est composé de cuivre. Et on a la même chose à côté, mais un alliage un peu différent. Pourquoi le cuivre? Eh bien parce que c'était utilisé autrefois traditionnellement dans les sociétés de cueillette, notamment les sociétés celtiques. On ne voulait pas cueillir avec un métal qui était utilisé pour faire verser le sang pour la guerre, parce que simplement pour soigner, on ne va pas chercher à utiliser ce type de matériaux. Donc c'était utilisé comme ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé dans les pays de l'Est notamment. Pour la pratique de la biodynamie, on se rend compte que ce métal interfère très peu avec le champ électromagnétique terrestre. Il a aussi des effets sur les attaques de limaces, notamment des choses comme ça. Donc voilà, je pourrais vous mettre un peu de documentation dans la description si vous le souhaitez. C'est pas un domaine que j'ai énormément exploré, mais voilà, c'est pour la symbolique qu'il peut avoir et pour l'outil traditionnel. Je préfère utiliser ce genre d'alliage, ce genre de métaux. Et puis parce que c'est aussi intéressant à faire. J'ai eu un autre modèle que j'ai eu l'occasion de faire à côté par l'artisan forgeron dont je vous parlais. Tac, tac, hop. Donc là on a une faucille un peu plus caractéristique selon la forme. Donc là c'est vraiment une forme de croissant de lune. De la main gauche on va tenir la plante qu'on a récupérée et puis de la main droite on va faire un geste de ramasse comme ça. Ça permet de cueillir aussi bien brin par brin que en masse. C'est ce qui est utilisé notamment dans la garrigue pour cueillir le thym ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un outil qui est assez pratique à avoir parce que ça permet de récolter aussi bien en gros qu'en petit. Juste derrière, je fais un aparté, ce genre de choses, bon, là c'est un flacon de mercurochrome, on s'en fiche un petit peu. C'est de l'alcool à 70. Pourquoi? Parce que entre chaque récolte, chaque nouvelle plante qu'on va ramasser, on va désinfecter les lames. Les jardiniers le savent bien, mais en cueillette on le sait aussi. C'est quelque chose à faire pour préserver les plantes de tout type d'infection qu'on pourrait transmettre d'une plante à l'autre, d'une espèce à l'autre. Et puis pour aussi préserver les lames de toutes les choses qu'on peut trouver dans les plantes, des résines et autres. Donc ça c'est quelque chose à avoir tout le temps sur soi, un petit flacon d'alcool, pour pouvoir par la suite désinfecter ces lames. Ensuite, on va passer à cet outil-là. Alors là, c'est un couteau à désherber. Celui-là, il est assez bien. J'en ai utilisé d'autres qui n'étaient pas forcément très qualitatifs. Il est assez solide. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement, comme son nom l'indique, à désherber, mais pas que. Ça sert à ramasser les racines. Alors le premier travail va être fait généralement avec une fourche. Par la suite, une fois que la touffe a été dégagée, on va pouvoir creuser un petit peu plus autour et dégager la racine qu'on souhaite utiliser avec ce type d'outil. Juste au bout, on remarque qu'il y a une partie un peu plus effilée qui permet justement d'enlever les racines de terre et éventuellement de couper s'il y a besoin, même si je l'utilise pas forcément pour ça. Quand on ramasse de la racine, je vous ferai quelques vidéos éventuellement en saison pour vous montrer un peu la technique, mais globalement on ne va pas chercher à arracher toute la racine, on va prendre des parties qu'il y a autour. Pourquoi? Pour, encore une fois, préserver la plante. Si on récolte tout, on va arracher la plante et donc la plante elle pourra plus repartir. Donc on va prélever quelques petits morceaux comme on peut autour, en cassant la racine et en essayant de garder un maximum sur le pied pour qu'elle puisse repartir tranquillement. Donc ça c'était pour les outils des récoltes sous le sol. Et enfin, quand c'est un peu trop haut, on utilise ce genre de choses. Donc là c'est un échenilloir télescopique. Donc avec un système de coupe juste là, donc on a des lames qui vont passer. On a juste en bas ici un système pour ouvrir, agrandir le manche, et puis ici on a le système pour tirer sur le fil qui est juste là, hop, et qui va déclencher le système de coupe. Donc là c'est simplement utilisé pour généralement les branches, mais nous on va l'utiliser par exemple pour le sureau qui est un peu haut, et on va aller récupérer chaque ombelle de sureau, hop, en grimpant un petit peu dans l'arbre éventuellement, mais surtout en utilisant ce genre d'outillage. C'est vraiment un outil à avoir pour compléter sa gamme et aller cueillir en hauteur, parce qu'il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire nous-mêmes. Voilà pour les outils de récolte. Alors après les outils de récolte, on va passer aux outils de stockage. Ça va être assez rapide, mais bon, une fois sur place, lorsqu'on a ramassé nos plantes, dans quoi on les met?
Alors il y a tout simplement le traditionnel panier, panier en osier ou autre, qui peut être fait soi-même ou acheté à des artisans locaux. On a ce genre de choses, bon celui-là est assez joli, c'est l'artiste Shan, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que vous en avez un peu parlé sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup son travail, elle propose des tote bags notamment, bon il n'y a pas qu'elle, hein, mais les tote bags c'est assez pratique, ça te permet de mettre les plantes en sac. Alors privilégiez des matières naturelles, hein, coton, chanvre et autres, pour pouvoir mettre vos plantes dedans. Évitez tout ce qui est matière plastique, hein, ça respire mal et puis le contact avec les plantes n'est pas top. Vous avez également des clés, simplement. Des clés que vous pouvez mettre dans un sens ou dans l'autre en fonction de comment elles sont disposées. Vous avez la possibilité, par exemple, de rajouter des fermetures sur les côtés, hop, ici et ici. Je vous mettrai une image juste à côté, pour que vous puissiez en mettre un peu plus. Sinon, vous déposez votre clé hop, sur le sol, vous mettez vos plantes, vous les couvrez, etc. Vous faites différentes couches de plantes, et puis vous allez pouvoir les transporter plus facilement. Autre chose qui est passée un peu brièvement, c'est ceci. Alors à la base c'était un panier de cuisson de riz, j'ai trouvé ça dans une boutique asiatique sur Angers. C'est quelque chose qui m'a été conseillé par un ami cueilleur et producteur, que je salue au passage. Et c'est assez facile à faire, en fait il suffit simplement d'accrocher éventuellement un petit drap dessus, là comme je l'ai fait, et puis de mettre un système d'attache. Donc on met ça hop, à la taille, et puis on n'a plus qu'à mettre nos plantes dedans au fur et à mesure. Le système juste là de tissu permet de bloquer un petit peu les plantes et éviter qu'elles tombent quand on se penche. Et c'est assez pratique d'utilisation. Voilà, ça coûte pas cher, c'est assez facile à fabriquer. Certes, on n'en met pas beaucoup, mais quand on fait de la cueillette pour soi ou simplement vraiment des choses assez minutieuses, c'est pas la peine d'avoir un gros stock. Et je vous ai rajouté ici, c'est un livre que j'avais déjà évoqué sur mon site, la collection des Compagnons du végétal par Bernard Bertrand. Donc là on a la collection sur le tilleul. Pourquoi? Simplement pour vous présenter ceci. C'est des choses qui étaient faites dans les campagnes autrefois. C'est des objets qui sont réalisés en libère de tilleul, donc qui permettent de récolter l'ail des ours. Là ça va être la saison par exemple, et de récolter tout type de choses. Par exemple les fleurs de tilleul. C'est assez pratique parce que ça s'accroche facilement sur l'épaule, et puis comme ça on peut grimper dans les arbres ou on peut aller chercher ce qu'on a besoin. Là par exemple pour la cueillette de champignons. Ça se fait aussi avec des draps. On peut utiliser des draps, les plier et puis les utiliser en besace. Ça permet de récolter pas mal de choses à la fois. Bon, même si c'est un peu gros parfois et donc ça devient un peu compliqué, mais quand on fait des grosses récoltes, c'est souvent ce qu'on met sur le sol et après on les transporte beaucoup plus facilement. Voilà pour les outils de récolte et de stockage. Après avoir vu un petit point législatif sur la cueillette, les différents outils de récolte et les manières de stocker, on va se poser la question de où récolter. Lorsque l'on souhaite faire de la cueillette sauvage, il est important de faire attention à la qualité des plantes. En effet, on ne va pas gérer la culture, donc on va devoir se reporter sur ce que nous offre la nature. Pour ça, on va devoir respecter quelques petites règles qui sont propres à la pollution. Donc on va pour ça cueillir loin des villes, des champs cultivés et des axes routiers, pour tout simplement éviter un maximum de pesticides, des gaz à effet de serre, des métaux lourds qui peuvent être transmis par la pollution atmosphérique, que les plantes vont récupérer. Donc en fait, éliminer un maximum de polluants possible pour pas qu'on les retrouve dans les plantes. Et donc on va chercher à ne pas utiliser des plantes qui sont prélevées dans ces milieux-là pour ne pas intoxiquer le corps, parce que le but c'est de se soigner avec. Un dernier point qui est un peu délicat et qui est parfois controversé, c'est cueillir à hauteur de hanche. Pourquoi? Parce que certains animaux transmettent des maladies à travers les urines notamment, et on va chercher simplement à s'en prémunir. C'est un petit peu plus compliqué pour certaines plantes qui poussent au ras du sol, type le pissenlit, qui est une plante assez connue. Donc là, c'est simplement faire preuve de bon sens. Pour le pissenlit, en l'occurrence, si on veut le manger frais, il s'agira un petit peu de le laver ou éventuellement de le faire blanchir si on souhaite. On peut le laver avec un petit peu de vinaigre. Donc pour les plantes qui sont récoltées à hauteur de hanche, ce sera vraiment au cas par cas. Je vous laisserai un petit peu de documentation éventuellement si vous le souhaitez dans la description pour vous faire votre avis sur le sujet, mais globalement on va éviter simplement de cueillir par exemple tout ce qui est mûr, tout ce qui est rosier, tout ce qui peut pousser un petit peu en forme buissonnante. Trop bas, on va privilégier un petit peu plus haut pour éviter simplement les contacts avec les urines si on souhaite manger les plantes à l'état frais.
Le point suivant, ça va être quand récolter. Il y a différentes règles également à respecter. Je vais en citer quelques-unes qui sont assez simples. Il y en a qui peuvent être un peu plus complexes. Donc si on souhaite cueillir en frais pour les utiliser en cuisine ou pour faire des tisanes avec ou des préparations en frais, la rosée du matin nous importe peu parce qu'on va avoir un petit peu d'humidité certes relative sur la plante, mais ce n'est pas quelque chose qui va être trop dérangeant. Par contre, si on souhaite faire du séchage pour conserver les plantes dans l'année, on va devoir faire attention à l'humidité et donc pour ça, cueillir par temps clair et donc sans pluie ni brouillard et éviter la rosée du matin, donc attendre que le soleil fasse un peu son effet d'évaporation et on cueille en général à partir de 9 h. On va pouvoir également observer la règle du calendrier lunaire. C'est quelque chose que je vous mettrai en description mais qui est assez simple à trouver. C'est cueillir par exemple pour les feuilles en jour feuilles, pour les fleurs en jour fleurs, pour les racines en jour racines, etc. etc. Ça c'est assez simple à faire. C'est un peu plus compliqué quand on est dans un domaine plus professionnel parce que simplement c'est limitant dans le sens où il y a peu de jours feuilles qui se suivent, peu de jours racines qui se suivent, peu de jours fleurs qui se suivent. Donc on va devoir le faire au mieux. Pour des particuliers, c'est un peu plus facile à mettre en place. On peut même aller encore plus loin avec les calendriers planétaires. Donc chaque plante a une heure de récolte, une journée de récolte. Donc là, on va vraiment dans le domaine un peu plus complexe, mais qui est un peu plus pur, dans le sens où on va accueillir la plante pile poil au bon moment, et elle va être beaucoup plus efficace, on va devoir en utiliser moins. C'est des choses qui s'utilisent par exemple en spagyrie. C'est quelque chose que je vous conseille peut-être pas forcément pour débuter, puisque ça va complexifier les choses. Je vous conseille éventuellement de vous partir sur le calendrier lunaire, mais de faire au fur et à mesure du rythme des saisons. Et pour ça, vous allez observer 2-3 petites règles simples qui sont simplement cueillir lorsque la partie des plantes est utilisable. Donc les racines, on va généralement les cueillir en automne. Les feuilles, c'est plutôt avant floraison, pour éviter que toute l'énergie de la plante parte dans les fleurs. Les fleurs, ça va être en début de floraison. Je prends l'exemple du coquelicot, souvent parce que le coquelicot, comme il a les pétales qui se flétrissent un petit peu au fur et à mesure de sa floraison, de la saison, on va devoir cueillir en début pour avoir des plantes qui sont vraiment très fraîches. Et puis après, on a également tout ce qui est bourgeons. Les bourgeons, c'est un peu différent, c'est en tout début d'année. Ça commence d'ailleurs en ce moment, en février-mars. C'est une autre démarche, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, globalement, des petites règles de base pour savoir quand cueillir. Maintenant qu'on a pu voir la législation, les outils de cueillette, où cueillir et quand cueillir, je vais vous présenter tout simplement comment cueillir. Il y a évidemment différentes manières de le faire en fonction de la plante et en fonction de l'usage qu'on va en avoir, mais je voulais vous présenter globalement ma manière de pratiquer pour que ça puisse éventuellement vous servir. Alors globalement, quand on arrive sur un site, après avoir toutes les autorisations de cueillette, etc., je vais m'orienter vers le site et demander simplement à voix haute ou en intériorité si j'ai le droit de venir cueillir aujourd'hui et si j'ai la possibilité de ramasser telle ou telle plante. Donc c'est une sorte de prière un petit peu intérieure si on veut pour voir si je suis en adéquation avec ce que je veux faire, avec le site, et si j'ai l'autorisation des esprits du lieu, si j'ai l'autorisation intérieure de pouvoir récolter. Comment ça se manifeste ? Ça va se manifester, pour moi en tout cas, par une sorte d'ouverture, par une facilité. À l'inverse, si jamais j'ai pas le droit de cueillir ou si jamais j'ai pas le droit de venir, en général ça se fait en amont, je suis pas forcément en pleine forme ce jour-là, ou j'ai pas forcément envie d'aller dans cet endroit. Et sinon sur site, je vais avoir un sentiment de recul, de rejet, qui va m'indiquer simplement tu viens pas. C'est peut-être des choses que vous avez déjà expérimentées au quotidien pour différentes choses. Par exemple, aller dans une maison et vous le sentez pas, là c'est un peu pareil. Donc je vais demander l'autorisation. C'est quelque chose que je fais en début de saison pour tous les terrains de cueillette et après que je fais au cas par cas en fonction des plantes que je vais cueillir sur la journée. Et donc là on a par exemple le romarin. Donc je vais me rapprocher de lui et puis je vais lui simplement le saluer parce que c'est quelqu'un à qui on va demander notre aide. Donc généralement, je ne sais pas comment vous demandez votre aide à des amis, mais en général, on leur dit bonjour déjà. Donc simplement, je vais lui dire bonjour. Et puis, je vais lui demander si j'ai le droit de prélever quelques feuilles ou quelques fleurs en fonction de ce que je veux utiliser pour ce que je vais faire avec. Donc ça peut être une tisane, ça peut être un baume, ça peut être un sirop, etc. Donc je vais lui indiquer mon intention, ce que je souhaite faire avec ça, et éventuellement pour qui je souhaite le faire. Donc ça peut être pour soi-même, bien sûr, mais ça peut être également pour
pour des personnes qu'on ne connaît pas ou pour des personnes qu'on connaît. Donc là, on peut éventuellement imaginer un petit peu ce qu'on va faire avec, se mettre en lien avec la personne. Et puis une fois que ça a été fait et qu'on a obtenu l'autorisation, alors bien sûr si on n'obtient pas l'autorisation, on va voir ailleurs et puis on essaye autrement. Mais si on a l'autorisation, on va pouvoir simplement s'approcher de la plante et puis hop, on va s'approcher des parties qui nous intéressent. Donc là on a une partie une partie feuillue. Donc moi c'est ce qui m'intéresse, on va essayer de récolter quelques feuilles. Donc là j'ai pris le ciseau de solo que je vous avais présenté juste avant et je vais ramasser cette partie là. Voilà. Donc si on n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure, là il faudra désinfecter notre outil si jamais on va cueillir une autre plante. Si jamais on continue de cueillir sur celle-ci, c'est pas forcément nécessaire, mais on pensera bien à ça à la fin de la cueillette. Donc on ramasse notre partie de feuilles ou notre partie de fleurs, etc. qu'on a récolté. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de travailler avec la personne à qui on a demandé notre aide? Eh bien on la remercie. Donc là, je vais simplement remercier le romarin de m'avoir offert ces quelques feuilles. Alors c'est pareil, intérieurement ou extérieurement, en fonction de comment vous le sentez. Et puis on va le saluer, puis lui souhaiter une bonne journée. Après, en fin de saison, sur les lieux que vous avez récoltés, vous pouvez éventuellement venir pour ramener quelques offrandes, quelques petits cadeaux pour remercier ce qui vous a été offert. Simplement, vous demandez au quotidien l'autorisation au propriétaire du terrain. Mais il y a d'autres animaux, il y a d'autres insectes et d'autres choses qu'on ne voit pas forcément qui vivent dans ces lieux. Donc ça ne coûte rien de rapporter un petit quelque chose. Alors en cadeau, vous avez différentes choses. Vous avez par exemple rapporter un petit gâteau que vous avez fait, rapporter un petit sirop que vous avez fait, un peu de pain ou autre. Et vous allez pouvoir les déposer dans un lieu en saison sur quelque chose qui vous semble adéquat. Ça peut être un morceau de rondin comme on voit là, ça peut être un arbre creux, ça peut être tout endroit qui vous paraît adéquat pour déposer votre offrande. Et puis voilà, ça participe un petit peu au cycle des saisons, ça participe à renouer avec des traditions un peu plus anciennes, parce que c'est quelque chose qu'on pratiquait autrefois et qui est toujours pratiqué dans beaucoup de tribus du monde. Et je trouve ça, même si on n'a pas forcément de croyance là-dedans, même si on n'a pas forcément de pratiques quotidiennes spirituelles ou autres, c'est simplement se mettre en lien avec tout ce qu'il y a autour de nous et puis prendre conscience qu'on prélève, mais on a aussi la possibilité de donner. C'est quelque chose qu'on ne fait plus trop aujourd'hui et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager et de vous inviter à faire. Donc rien d'obligatoire, hein, vous voyez comment vous voulez gérer les choses, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire au quotidien. Voilà pour la partie comment récolter. Maintenant on va avoir quelques petites règles de bonne conduite, on va dire, pour pratiquer au quotidien la cueillette. Donc c'est ce qui s'appelle des chartes de récolte et on va voir ça tout de suite. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est vous exposer une charte de récolte. Il y en a plein qui existent sur internet. Je voulais vous exposer simplement la mienne pour vous indiquer un petit peu les différents points à respecter lorsqu'on fait de la cueillette sauvage. En point numéro 1, on a cueillir s'il y a suffisamment de plantes. Ça veut dire quoi? Ça va être un petit peu difficile à expliquer sans être sur le terrain avec vous, mais globalement, on va chercher à avoir un maximum de population de plantes avant de se dire là on peut cueillir. Si par exemple on voit 2-3 pieds de pissenlit, on va se dire si on en prélève un, il en reste plus que 1 ou 2. Donc là c'est peut-être un peu gênant. On va accueillir lorsqu'il y a suffisamment de plantes et là c'est vraiment à l'œil et au jugé que vous allez devoir voir ça. On va également prélever uniquement ce dont on a besoin. Ça c'est pareil, ça va venir avec la pratique, c'est-à-dire on ne va pas prélever 10 kg d'ortie si on n'en utilise que 1 kg. Simplement parce que voilà, on va en jeter par la suite, ce serait complètement dommage parce que ça pourrait servir soit à d'autres cueilleurs, soit à tous les animaux qui vont en avoir besoin. En point suivant, ne pas prélever la plante entière si on a besoin que des fleurs. Ça paraît évident, mais on ne va pas arracher un pied entier si on a besoin que des fleurs. Pour la pratique de récolte de racines, c'est un peu différent. On va chercher généralement à creuser un petit peu autour de la plante et à prélever un morceau de racine si c'est possible, pour que la plante ait encore de quoi continuer sa pousse, et nous on aura récupéré une partie de la racine. Le point suivant, c'est prélever une petite partie sur chaque plante.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas prélever toutes les feuilles d'une plante parce que sinon pour faire sa photosynthèse ça va être un peu compliqué. On va pouvoir également prélever des graines éventuellement pour faire des échanges, pour faire des plantations chez soi ou pour un stock si jamais on se rend compte que la plante elle commence à disparaître, on peut se dire tiens j'ai gardé des graines. Et enfin au dernier point, ce sera de laisser la zone propre et nettoyer si possible. J'en conviens, je vous invite pas forcément à amener une benne de déchets avec vous pour transporter tout ce que vous croisez sur le site, mais rien ne vous empêche de faire des petites photos et éventuellement de les envoyer à la mairie pour simplement tenir compte que là vous avez observé beaucoup de déchets et qu'il serait peut-être temps de faire une opération de nettoyage. Si on a la possibilité de ramasser les déchets, c'est toujours quelque chose qui est pertinent à faire pour l'environnement, et sinon simplement le référer aux personnes en charge à la mairie pour que soit fait une opération de ramassage des déchets ou que soit transmis par la suite aux espaces verts de la commune. Voilà pour la partie short de récolte qui met fin à notre vidéo. Avant de partir, je voulais vous poser une petite question. Si vous avez des outils particuliers ou des pratiques qui n'ont pas été évoquées dans cette vidéo, je vous invite à en parler dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo afin tout simplement de partager avec la communauté, ça pourra toujours servir à quelqu'un. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire dans l'espace ci-dessous si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre aux besoins. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.